conseil. Madame Raymond, bonjour. Mesdames, messieurs. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir ce matin à cette séance d'information sur le contrôle des insectes piqueurs et de l'utilisation du produit utilisé, le BTI. J'aimerais porter à votre attention que la séance d'information, elle est filmée et de bien vouloir fermer vos téléphones, vos sonneries, mettre sur le mode vibration pour ne pas interrompre la présentation. Alors, pour les gens qui habitent Notre-Dame-de-la-Merci depuis plusieurs années, de nombreux citoyens, dans les années 2000, avaient fait la demande au conseil municipal d'octroyer un contrat pour l'arrosage des insectes piqueurs. Depuis ces années, le contrat est renouvelé année après année. C'est souvent les contrats de 3 ans qui étaient octroyés. Et là, le contrat se termine à l'automne 2024. À l'heure actuelle, plusieurs d'entre vous, incluant le conseil municipal, sommes préoccupés et plusieurs questions se posent sur les impacts possibles pour l'utilisation du produit, le BTI. Présentement, le conseil municipal, pour vous rassurer, n'a pris aucune décision et a proposé la tenue de la séance d'information d'aujourd'hui. Et par la suite, nous allons poursuivre avec un sondage. On va y revenir tantôt avec les questions pour le sondage. Le but de la rencontre, c'est une rencontre qui est neutre d'opinion de la part du conseil municipal. C'est important. Le but, c'est de vous donner l'information. À l'heure actuelle, tout ce qui apparaît dans la littérature scientifique présentement. L'objectif de la rencontre vise à prendre connaissance, d'échanger entre nous et de discuter sur les publications scientifiques récentes, sur l'utilisation du BTI et notamment faire état de la revue de littérature préparée comme document de référence à plusieurs directions générales de la faune du ministère de l'Environnement. À la suite de la rencontre d'aujourd'hui, un sondage va être réalisé afin de connaître votre opinion. Et à la suite de la séance et du sondage, le conseil municipal va faire l'analyse de tout ce qui va avoir été échangé aujourd'hui, incluant tout ce qui va avoir été indiqué au sondage, pour prendre une décision si le conseil retourne en appel d'offres pour l'arrosage sur les insectes piqueurs ou toute autre possibilité par la suite, une autre séance d'information. On va voir ce qui va se dégager de vos commentaires durant la journée. Alors, sans plus attendre, je vous présente ici, je vais vous présenter, excusez-moi, l'ordre du jour pour l'événement de ce matin. Donc, à 9h, on avait votre accueil avec un petit café. 9h30, là, vous êtes bienvenus. 9h35, on est un petit peu en retard là, de 5 minutes, d'ouverture avec la séance d'information par Mme Raymond ici avec nous. Tout de suite après la séance d'information de Mme Raymond, on va avoir une période de questions adressées à Mme Raymond d'une durée d'environ 45 minutes. Par la suite, on va faire une petite pause. Et au retour de la pause, aux alentours de 11h30, on pourra parler du sondage, comment ça va fonctionner et tout ça. Il y aura une petite période de questions également pour tout ce qui a trait au sondage. Et on pourra bien pouvoir terminer la rencontre pour midi ce matin. Alors, si ça vous convient, nous débutons. Je vous présente Mme Annie Raymond, biologiste et vice-présidente de la firme AG Environnement, consultante en biologie. Bonjour à tous. J'avais oublié d'envoyer ma biographie à Mme Bélanger, donc je vous fais un bref topo de pourquoi c'est moi qui suis invitée à vous jaser ce matin. Donc, moi, j'ai un bac en biologie de l'Université de Montréal, avec une spécialisation en limnologie, qui est l'étude des écosystèmes aquatiques d'eau douce. Bientôt 20 ans que je suis biologiste. Et il y a environ 6 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au BTI. En fait, c'est des gens qui ont commencé à me poser la question. Je suis originaire de Mont-Laurier, j'y demeure toujours. Puis bon, ça commençait à se parler dans les Hautes-Laurentides de l'application du BTI. J'en avais jamais eu avant. Et c'est là que j'ai été interpellée, que j'ai commencé à me renseigner. Donc, je n'ai jamais personnellement fait d'études
au niveau vraiment du BTI, fait que je n'ai pas travaillé en collaboration ou pour des chercheurs qui ont effectué des études. Par contre, j'ai lu énormément de littérature à ce niveau-là. J'ai parlé aussi avec beaucoup de chercheurs, j'ai parlé avec l'industrie aussi. Donc, j'ai donné une conférence à l'Association des biologistes du Québec, une conférence avec des gens de l'industrie. Donc, on donnait une conférence ensemble pour donner de l'information. Donc, comme Mme Bélanger a dit, le but aujourd'hui est vraiment de vous donner des points d'information, de vous dire est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ou non. Des tendances, ce n'est pas des certitudes, c'est des tendances. Donc, de vous donner tout le monde la même information pour qu'ensuite vous puissiez vous forger votre opinion. Donc, je vais soulever des questions, je vais vous donner des informations, puis ensuite, j'espère que vous allez pouvoir poursuivre votre réflexion. Donc, un petit plan de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous parler du BTI. Donc, c'est quoi exactement? Donc, beaucoup ont une vague idée. Je vais vous parler exactement de ce que c'est. L'objectif d'épandage au Québec aussi, parce que l'objectif au Québec versus c'est dépendu un peu partout dans le monde, c'est peut-être pas le même but. Des généralités, donc des points d'information sur le BTI. Et ensuite, vous parler des sources d'informations que j'ai utilisées parce que là, on va parler plus des effets possibles sur l'environnement. Donc, j'ai vraiment pris soin de mettre dans la présentation les sources d'informations que j'ai utilisées. Si quelqu'un veut, par exemple, refaire ses propres lectures et tout ça, il y a toutes les références. Puis ensuite, aller vers la conclusion, puis un principe que nous propose le ministère de la Faune. Donc, le BTI, en fait, c'est une bactérie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un insecticide qui est biologique, parce que c'est pas chimique. C'est une bactérie qui est Bacillus thuringiensis israeliensis, donc une souche découverte en Israël. Et cette petite bactérie-là, on a ici une image, c'est grossi au microscope, fait que ça a l'air de petits bâtonnets, c'est une bactérie à bâtonnets. Et elle produit des spores qui peuvent faire des petits cristaux. Et une fois ingérés, les cristaux peuvent perforer le système digestif des larves et c'est ça qui conduit à la mort. Il ne faut pas s'affoler. Est-ce que ça peut faire ça pour toutes les espèces, tous les animaux? La réponse est non, parce que ça a un registre d'action qui est très, très spécifique. Parce que ça agit seulement dans les systèmes digestifs qui sont alcalins. Donc, nous, tout le monde a un système digestif qui est acide. Donc, on produit des sucs gastriques qui sont très acides. Donc, la bactérie ne réagit aucunement dans un milieu acide. Les seuls qui ont un milieu alcalin, c'est les insectes piqueurs, parce que ça leur prend un milieu alcalin spécifiquement pour pouvoir digérer le sang. Donc, c'est vraiment dans ce cas-là que la bactérie peut réagir et peut devenir toxique. Au Québec, on n'est pas... Notre beau pays nordique n'a pas de très grandes maladies comme le zirka ou la dengue qui sont véhiculées par des insectes piqueurs. Donc, on a un petit peu de virus du Nil occidental, mais c'est très, très, très peu. Et souvent, ce n'est pas des gens qui se sont piqués dans des municipalités, c'est vraiment des travailleurs forestiers dans un milieu naturel qui en sont atteints. Donc, les objectifs au niveau de l'épandage, ce n'est pas à des fins de santé publique. C'est vraiment à des fins de confort. Parce que les débites qui nous piquent,
c'est super fatigant. Je fais partie de celles qui, j'ai les cheveux foncés, ça a l'air que ceux qui ont un sang sucré, ils se font plus piquer, j'adore le sucre. Fait que, ce qui est encore plus efficace que le BTI, c'est de m'amener avec vous autres. Fait que je sais à quel point ça peut être fatigant. Je le sais aussi, mes enfants, quand ils étaient tout jeunes, puis les premières fois qu'ils se faisaient piquer beaucoup, il y avait toujours une petite réaction, là, un petit 12-24 heures de fièvre la première fois qu'ils vivaient ça. Les insectes piqueurs de façon intense, ils réagissaient un petit peu. Puis ils viennent enfler. Donc, oui, tu sais, ça n'a pas des dangers, mais c'est très, très, très désagréable. Puis tellement désagréable que ça peut avoir aussi des impacts au niveau économique. Parce que des clubs de golf, tu sais, dans les Laurentides, dans la Naudière, des clubs de golf où il y a plein d'insectes versus plus en Estrie, donc plus sur la rive sud, où il y en a beaucoup des insectes piqueurs, ben, les gens de Montréal vont avoir une préférence vers où aller. Donc, je suis 100% consciente au niveau des terrasses, au niveau des clubs de golf, au niveau des chalets, donc de la villégiature, des impacts économiques que ça peut représenter également. Donc, on enchaîne avec, maintenant qu'on le sait que c'est à des fins dans le fond, d'élimination d'une nuisance que c'est épandu au Québec, allons voir les généralités au niveau du BTI. Donc, au Québec, ce qui est épandu, c'est les petites bactéries qui sont en dormance et elles ne peuvent pas être juste, ça ne peut pas être 100% des bactéries qui sont épandues. Elles doivent être liées à ce qu'on appelle des adjuvants, qui est un petit peu le matériel de support pour les bactéries. Donc, sur quoi les bactéries peuvent être mises. Donc, souvent, c'est sous forme de cristaux, des fois des cristaux, des petites granules qui vont être diluées dans l'eau pour pouvoir être épandues. Donc, c'est les formules qui sont les plus souvent utilisées au Québec. Il faut savoir que les adjuvants, donc le matériel de remplissage, est un secret d'industrie. Donc, chaque industrie, chaque compagnie qui fait le BTI a sa propre recette. Donc, ce n'est pas possible de savoir qu'est-ce que ça contient, ces adjuvants-là. Donc, ce n'est pas sur les étiquettes. Puis, au niveau des méthodes d'application, il n'y a pas non plus de grand consensus, de grands protocoles sur les méthodes, la fréquence, donc comment on le fait, les quantités, les récurrences. Fait que ça aussi, c'est un petit peu laissé à la discrétion de tous ceux qui le font, sans vraiment d'études de voir est-ce qu'à un moment donné, il y a de la bioaccumulation. Parce que le BTI peut demeurer dans l'environnement, donc il peut s'accumuler. Les bactéries peuvent être en dormance, peuvent rester dans l'écosystème et revenir année après année. Donc, on ne sait pas trop si, par exemple, on en épand année après année. Est-ce qu'à un moment donné, la quantité dans l'environnement devient trop grande? C'est un petit peu nébuleux, donc on ne le sait juste pas. Le BTI aussi, c'est un bioinsecticide dont les ingrédients sont considérés comme n'étant pas directement toxiques pour les vertébrés. Les vertébrés, c'est les animaux à colonne vertébrale. Donc, je vous disais que c'était un bioinsecticide, c'est une bactérie qui agit, puis la bactérie ne peut pas agir sur notre système digestif à nous, ne peut pas agir sur le système digestif des poissons, des souris, etc. Donc, contrairement à des insecticides qui sont chimiques, que là, ça peut avoir, à plus forte dose, ça peut avoir un effet sur notre organisme à nous aussi, l'organisme du reste de la faune, bien, ça, c'est vraiment celui qui en a le moins. Donc, non, il ne va pas agir, il ne sera pas chimiquement dommageable. Au niveau du cadre réglementaire au Québec, il faut savoir que le BTI est homologué par l'Agence réglementaire de lutte antiparasitaire de Santé Canada. Fait que c'est homologué par Santé Canada.
Il peut être soumis à des autorisations, donc ça dépend toujours du milieu dans lequel il est mis et tout ça. Fait peut être soumis à des autorisations pour Pêche et Océan Canada. La même chose pour le ministère de l'Environnement, le ministère de la Faune. Il est interdit dans les réserves fauniques, donc on n'a pas le droit d'appliquer du BTI dans les réserves fauniques. Puis, il est interdit dans les municipalités où l'épandage de pesticides est proscrit. Donc, ça fait partie de la famille des pesticides. Donc, une municipalité qui aurait une réglementation anti-pesticides devrait respecter sa réglementation et ne pas épandre de BTI. Ensuite, au niveau des sources d'information que j'ai utilisées. Donc, au Québec, on a fait en fait, on commence à faire des études. C'est assez récent, ça date de quelques années, là, moins de 5 ans. Donc, on n'a pas énormément d'études au Québec qui ont été faites sur le BTI. Il y en a certaines aussi, il y a une grosse étude qui était menée au Québec, mais finalement, il y avait eu, c'était une année de sécheresse, fait que finalement, on n'avait pas pu trouver il n'y avait pas eu de résultats. Fait que, des fois, il y a des études qui essaient d'être menées, mais Dame Nature décide de faire des siennes cette année-là, comme c'est de plus en plus le cas chaque année. Donc, des fois, ça fait en sorte que, on espérait avoir des données, puis la qualité des données n'est pas là non plus. Parce que, faire une étude vraiment dans un environnement contrôlé en laboratoire, c'est une chose. Là, on essaie de faire des études dans l'environnement, puis on est soumis à plein de facteurs. Et Dame Nature peut faire des siennes, mais à la base, c'est même très difficile parce que il faut trouver des bons sites. Donc, par exemple, si on veut avoir étudier l'environnement d'un site qui est traité versus un site qui ne l'est pas, il faut à la base trouver des sites qui sont très similaires. Donc, qu'il n'y ait pas d'autres interactions avec le milieu naturel. Quand c'est des études qui se déroulent sur plusieurs années, il faut qu'il n'y ait pas d'autres changements qui interviennent. Fait que ces sites-là sont souvent difficiles à trouver. Puis ensuite, il faut traiter les données aussi de bonne façon. Donc, les tests statistiques avec des données qui s'étalent sur plusieurs années, ça devient rapidement très complexe à faire. Il y a aussi le fait que beaucoup d'études sont menées par l'industrie. Donc, c'est l'industrie du BTI, c'est quand même une industrie, il y en a au Québec, mais c'est une industrie mondiale. Vous en avez peut-être entendu parler, là, certains ont peut-être écouté le reportage de la Semaine verte, où là, on allait du côté de l'Europe, puis on mettait un petit peu en doute ce que l'industrie disait. Donc, c'est un peu ça. Donc, les études qui ont été menées par des études indépendantes, qu'on appelle par l'industrie, parfois ne sont pas soumis au même processus de révision. Donc, au niveau du traitement des données, je vous disais que ça devenait souvent très complexe. Donc, toutes les études qui sont avec des milieux de recherche, des universités et tout ça, sont soumis à un lourd processus de révision, mais au niveau de l'industrie, c'est moins le cas. C'est pour ça que la Suède a entrepris une évaluation des différents articles mondiaux qui sont donnés par des experts indépendants. Donc, tu sais, la littérature, ça pleut. Donc, il y en a énormément au niveau du BTI. On a des choses qui nous disent un fait et son contraire. Donc, présentement, si on essaie de naviguer dans la littérature, ça nous dit une chose, ça nous dit son contraire. Est-ce qu'il y a une tendance? La tendance présentement était que les études indépendantes, donc les études faites par l'industrie, étaient majoritairement celles qui disaient qu'il n'y avait aucun effet sur l'environnement et que les études qui étaient menées plus dans des cadres universitaires tentaient à démontrer qu'il y avait peut-être un peu plus d'effet sur l'environnement que pour les autres études. Donc là, c'est du feeling. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est le cas? La Suède s'est dit, nous, on va regarder tout ça.
Donc, on va regarder dans toutes les études, est-ce qu'ils ont été commandés par l'industrie ou non, donc qu'est-ce qui arrive avec ça. On va essayer de démêler ça. Je ne peux pas vous présenter les résultats aujourd'hui, donc l'étude de la Suède est encore en cours. Je ne peux malheureusement pas vous présenter les résultats de ça. Au niveau du Québec, on a quand même une bonne revue de littérature qui a été faite. Elle a pris, en fait, j'ai discuté plusieurs fois avec Bert Klein, qui est la personne qui a dirigé cette revue de littérature-là au ministère de la Faune. Ça lui a pris à peu près 3 ans à faire cette étude-là, juste pour vous dire à quel point la littérature elle est vaste sur le sujet. Puis, je me permets en fait de prendre que des choses qui sont dans cette revue de littérature-là. Je vous ai mis aussi les liens si jamais ça veut être regardé plus en profondeur pour poursuivre votre réflexion. Ça a été révisé au Québec par les gens de l'industrie du Québec. Donc, c'est allé en révision, ils ont commenté, puis finalement, le ministère a publié la revue qui était à l'aise avec. Donc, c'est celle-là que j'ai utilisée. Je ne me permets pas d'aller ailleurs que les références qui sont données dans cette revue-là. Fait que je vous ai mis les liens ici. La présentation, je la laisse au conseil municipal. J'ai demandé qu'elle ne soit pas en ligne, mais elle peut être, donc pas largement diffusée, mais elle peut être consultée là, sur demande sans problème. Donc, elle peut être envoyée sur demande sans problème. Donc, maintenant que j'ai mis les bases sur où j'ai pris les infos que je vais vous parler, bien là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que oui, une petite gorgée d'eau. Est-ce que le BTI peut avoir des effets sur l'environnement? Donc, sur les bébites qu'on ne veut pas qu'il y ait des effets, sur les grenouilles, les oiseaux, les poissons, tout ça. Fait on va les nommer un après l'autre, puis je vais essayer de vous dire, bon, les études s'enlignent vers ça. Il y en a qui en ont trouvé, il y en a qui n'en ont pas trouvé. Donc, voici vers où ça s'enligne. C'est ça que je vais faire, je vais les aborder un par un. Donc, au niveau des chironomes, puis vous allez apprendre plein de nouveaux mots, vous allez partir avec, oh là là, ça va être merveilleux. Les chironomes, c'est des tout petits insectes, en fait, qui ont un cycle de vie qui est très similaire aux mouches noires ou aux maringouins. La seule différence, c'est qu'ils sont fatigants mais qui ne piquent pas. Donc, les chironomes, c'est des tout petits insectes très similaires aux insectes piqueurs, mais qui piquent. Donc, le BTI, étant donné que leur cycle de vie est tellement similaire, bien, ça avait été la première chose qu'ils ont regardé pour voir ça peut-tu avoir un impact. Et il y a certaines études qui disaient, bien oui, ça peut avoir un impact sur les chironomes. Donc, c'est tellement similaire, tellement de taille similaire que oui. C'est le seul qui peut avoir un impact létal. Donc ça peut directement, un impact direct versus un impact indirect. Donc c'est les seuls que l'impact, il y a certaines études qui ont enregistré un impact direct. Donc directement le BTI qui va agir sur les chironomes. Fait que, au Québec, on dit que la formulation Technard a eu un effet létal sur des chironomes appartenant à 3 genres. Donc, au Québec, on a, c'est une des rares études qu'il y a des genres, c'est dans la taxonomie, c'est des familles, mettons des familles de chironomes. Il y en a plusieurs dizaines. Ben, il y en a 3 que le BTI a eu un impact létal, donc ils ont vu des morts suite à ça. Donc, une étude au Québec qui a vu ça. Dans le reste des études, comme je vous dis, il y en a que oui, il y en a que non. Au niveau des insectes maintenant, qui sont des prédateurs de ça. Donc là, on dit que ça a un effet pour toutes les larves d'insectes piqueurs. Donc, ça tue les larves d'insectes piqueurs quand c'est dans les milieux humides, quand ils sont dans leur site de reproduction.
Ça peut avoir un effet aussi sur les chironomes qui leur ressemblent beaucoup. Mais ensuite, si on va dans, je vais vous parler de chaîne trophique, de chaîne alimentaire. Tiens, je vais vous dire ça comme ça. Donc, la chaîne alimentaire, ben, toutes ces petites bébites-là, s'ils sont là, c'est peut-être parce qu'ils servent à quelque chose. Donc, il y a des insectes qui vont être des prédateurs pour les petits chironomes et les petites larves. Donc, les prédateurs de moustiques, les simuli aussi, c'est des tout petites bébites, puis les chironomes pourront être affectés, mais ça, c'est pas affecté directement. C'est pas le BTI qui directement va affecter leur organisme. Donc, ça, on appelle ça un effet indirect. Donc, il y a certaines études qui ont montré qu'effectivement, étant donné que oui, ça cause la mort des tout petites bébites, ben, les plus grosses qui se nourrissent de ces petites bébites-là, à un moment donné, ils peuvent manquer de nourriture. Donc, ça peut avoir un effet indirect sur d'autres insectes. Par exemple, au niveau des odonates, ça c'est le mot scientifique pour dire la famille de toutes les libellules, les demoiselles et tout ça. Donc on le sait, souvent quand les demoiselles sortent, puis là ils commencent à voler partout autour du lac, on se dit yes, je vais moins me faire piquer, parce qu'ils en consomment une très grande quantité. Donc ça ici, c'est une étude qui a été menée pas au Québec, c'est une étude qui a été menée en Europe, où on a regardé des sites où il y avait de l'épandage de BTI, des sites où il n'y en avait pas, et on a noté une baisse de 50% des libellules et des demoiselles, tant au niveau de l'abondance, donc la quantité qu'on rencontre, qu'au niveau de la richesse, le nombre de familles que l'on rencontre. Donc, une diminution de 50%. C'est un peu normal. Si c'est pas là qu'on trouve notre bouffe, ben c'est pas là qu'on va rester. Au niveau des poissons insectivores, donc il y a beaucoup de poissons aussi qui se nourrissent d'insectes. Donc, ils pourraient également être affectés par le BTI. Au Québec, on a une espèce de poisson qui est en voie de disparition, qui est le dard de sable. Qui, entre autres, est un poisson qui se nourrit de tout petits insectes, puis qui se situe dans les zones où il y a aussi beaucoup d'épandage de BTI. Donc ça, c'est une des études qu'on a réussi à trouver au Québec là-dessus. Il y en a eu d'autres en Europe aussi. Au niveau de la sauvagine, des oiseaux aériens aussi. Donc, souvent, les canards, dans un premier, quand ils sont tout petits, donc les canetons, vont se nourrir, pas exclusivement de ça, mais avec un peu de petits insectes. Donc, ça peut avoir un impact, parce que c'est une source quand même de protéines qui est assez intéressante pour les canetons. Donc, ça peut avoir un impact, mais ça peut également avoir un impact sur les hirondelles. Je vous parle ici d'une étude qui a été faite au niveau, encore une fois, de l'Europe. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études faites sur les hirondelles au Québec, mais les hirondelles des fenêtres, c'est très, très semblable comme type d'hirondelles aux hirondelles rustiques que l'on a ici. Donc, ils vont faire le même genre de nid, ils vont fréquenter le même type de milieu. Et ce qui a été trouvé, donc ils ont regardé vraiment dans les nids, fait qu'il y avait vraiment, on le voit, ils vont avec une caméra, ils regardent combien il y a d'œufs, combien il y a d'oisillons, puis c'est quoi la survie des différents oisillons. Fait un site traité, un site qui ne l'était pas, et il y a à peu près une diminution de 33%. Donc il y avait la mort à peu près d'un oisillon sur 3 dans les sites qui étaient traités. Puis, ils ont voulu chercher un petit peu plus loin, donc pourquoi est-ce qu'il y avait la mort de ces oisillons-là? Fait qu'ils ont regardé dans leur système digestif, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait le système digestif qui était plein. Donc, ils se disaient, ben, ils sont morts de faim, ils ont un système digestif qui était plein, mais c'est que dans le système digestif, au lieu de retrouver tout plein de tout petits insectes, comme les insectes piqueurs qui ont des structures très molles, qui se digèrent facilement,
bien, étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup, qu'il y en avait beaucoup moins, bien, les parents, ils chassaient, par exemple, les fourmis volantes, puis ils leur donnaient ça à manger, puis les fourmis volantes avec des structures qui étaient trop difficiles à digérer, donc les oisillons mouraient l'estomac plein, en fait, parce qu'ils n'étaient pas capables de les digérer. Fait, ça, c'est, encore une fois, une étude. Au niveau des chiroptères, encore un nouveau mot, donc les chiroptères, c'est les chauves-souris, les mal-aimés, mais qui ont aussi une fonction assez importante. Et il y a beaucoup de chauves-souris qui sont en voie de disparition au Québec. Il y en a beaucoup qui sont protégés. Mais encore une fois, là, les chauves-souris se nourrissent énormément d'insectes piqueurs, fait qu'ils sortent à la brevante, donc à la tombée du jour, quand il y a ben trop de bébites à notre goût, puis ils viennent se nourrir dans les espaces un peu plus dégagés. Fait que, encore une fois, ben, les bébés ont des besoins nutritionnels très élevés, fait que c'est une source de nourriture qui est vraiment bonne pour les chiroptères. Fait que, dans le fond, je vais y arriver tout de suite, je vais revenir à l'autre ensuite. Ce que je vous présente là, c'est beaucoup d'effets indirects parce que ici, c'est Brigitte Poulain, en fait, qui est une Québécoise qui est allée en Europe, puis il y a beaucoup de ces études-là qui ont été faites là, par Brigitte Poulain, avec qui j'ai jasé d'ailleurs. Et c'est elle qui a fait ce schéma-là pour montrer que, ben, si par exemple, les larves de moustiques et les chironomes, donc les toutes petites bébites qui sont à la base de la chaîne alimentaire, leur nombre est beaucoup diminué, ben, c'est sûr que ça va avoir un effet sur le reste de la chaîne alimentaire parce que c'est la base. Fait qu'il y a des poissons qui mangent ça, des poissons qui sont mangés par d'autres poissons. C'est au niveau, à un moment donné, c'est comme une cascade d'impact. Puis c'est pas, je reviens là-dessus parce que il y a des impacts souvent parce qu'ils ne trouvent plus leur nourriture préférentielle. C'est pas des impacts que ça les affecte au niveau de, par exemple, les oiseaux directement, leur organisme. Ben non, c'est des impacts indirects parce qu'on vient un petit peu changer la chaîne alimentaire. Au niveau de la biologie et de l'environnement, c'est sûr que c'est un impact biologique qui peut être quand même important, mais c'est quand même beaucoup moins pire que de modifier la chimie d'un écosystème. Parce que, on ne vient pas altérer les organismes au niveau chimique. Un des seuls, en fait, organismes qu'on a vu qu'au niveau chimique, qui pouvait avoir, certaines études disaient qu'il pouvait avoir une petite perturbation, c'est au niveau des amphibiens, donc des grenouilles. On le sait qu'ils vivent dans l'eau, qui respirent par leur peau, donc ils sont vraiment beaucoup plus vulnérables à tout ça. Donc, eux autres, ça pouvait créer des facteurs de stress dans leur organisme qui induisaient des petits impacts. Il y a aussi au niveau de la chaîne trophique, mais je pense que c'est en Amérique du Sud, donc ils ont vu, en Argentine, c'est ça, en Allemagne aussi, ils ont vu certaines espèces de grenouilles qui pouvaient être comme moins productives ou moins, qui pouvaient avoir un petit peu plus de difficultés à cause de ça. Et au niveau des communautés microbiennes aussi, donc ça peut aussi amener des changements dans des communautés microbiennes, donc suite à l'épandage dans l'écosystème. Ça peut, les communautés microbiennes, on en a sur notre peau, on en a dans notre système digestif, donc ça peut créer un petit débalancement aussi au niveau des communautés microbiennes. Au niveau du BTI, l'utilisation de BTI, je vous rappelle que entre le BTI puis des insecticides très chimiques, c'est quand même, le BTI présentement, c'est un des insecticides au monde qui a le moins d'impact.
Donc, on soulève des questions sur est-ce qu'il y en a sur l'environnement ou non. On soulève les questions, mais pas mal toute la communauté s'entend sur le fait que c'est quand même celui, s'il y en a, c'est quand même celui qui en a le moins. Ce que le ministère de la Faune aussi s'est posé comme question, c'est est-ce que l'utilisation du BTI à grande échelle, donc dans des milieux humides, qu'on le sait que c'est là qu'il y a le plus de biodiversité, afin de réduire la nuisance, donc on ramène toujours qu'est-ce que ça a comme effet potentiel versus qu'est-ce que ça a comme impact. Fait qu'on ne veut pas sauver des vies humaines, on veut diminuer la nuisance. Est-ce que l'épandage à grande échelle, donc pour des villages qui n'ont pas tant de monde que ça, mais que souvent, c'est souvent le cas des villages au Québec, beaucoup de territoires pour pas beaucoup de population, pourrait affecter des espèces non ciblées, le fonctionnement du réseau trophique, ça, je vous rappelle que c'est la chaîne alimentaire, et ainsi que l'intégrité des écosystèmes. Est-ce que ça peut l'affecter? La réponse est peut-être. Donc, pour ces raisons, l'épandage sur des grandes superficies devrait être réduit au strict minimum, car il constitue un risque indirect pour les prédateurs aquatiques et terrestres, comme les populations de chauves-souris, de canards et d'oiseaux insectivores aériens, les amphibiens, par la réduction de la source de nourriture qui est ces petits insectes-là. Donc, encore une fois, ça, c'est la conclusion de la revue de littérature du ministère de la Faune. Ce qu'ils vous disent, c'est pas ne pas épandre. Ils recommandent que l'utilisation soit vraiment restreinte et soit réfléchie. Puis c'est ce que vous voulez faire, justement, vous voulez y réfléchir. Encore une fois, le ministère, bon, je vous le disais, là, le ministère s'entend aussi pour dire que oui, c'est l'insecticide le moins toxique, mais il soulève toujours le doute que le BTI, c'est quand même, c'est pas à des fins de santé publique au Québec. C'est réalisé aussi sur des territoires qui sont très sensibles, qui sont très vulnérables. Puis, ben, la littérature soulève un doute raisonnable. Donc, c'est ce que le ministère a conclu, c'est qu'il y a quand même un doute raisonnable sur l'innocuité. L'innocuité, ça veut dire la sécurité des écosystèmes. Donc, ce que le ministère recommande, c'est d'appliquer le principe de développement durable, le principe de précaution, donc d'éviter ou de réduire au minimum, encore une fois, les applications d'insecticides dans les habitats où il y a des espèces vulnérables et menacées, donc dans les habitats où déjà on le sait qu'on a des espèces qui sont en voie de disparition, puis les aires naturelles protégées. Donc, c'est déjà le cas. Donc, tous les parcs, les réserves fauniques, on n'a pas le droit d'en étendre. Mais ça laisse aussi le choix de gérer le territoire municipal. Donc, outre les territoires protégés, ben, ça laisse le choix de gérer le territoire municipal comme les municipalités, comme la population l'ensemble. Je voulais aussi vous dire que parfois, on se dit, mais c'est impossible de revenir à avant l'utilisation du BTI, où on ne pouvait même pas jouer dehors. Il y avait vraiment trop d'insectes piqueurs. C'est juste impossible d'amener les enfants jouer dehors. C'est sûr que les méthodes qui peuvent exister sont des méthodes qui ne vont pas agir sur une aussi grande superficie que le BTI. Mais dans les dernières années, il y a eu des espèces de pièges. Bon, on connaît tous les thermacelles, qui est quand même, ça libère à petite dose, puis pour un petit rayon quand même, des éléments chimiques qui n'ont pas beaucoup d'impact sur les humains, mais ceux qui disent, moi, je compte ça utiliser des choses chimiques. Il y a aussi, au niveau des pièges, en fait, c'est des pièges qui émettent sensiblement la même quantité de dioxyde de carbone, fait que quand on expire, qu'un humain, un tout petit peu plus. Fait qu'un humain, maintenant, qui viendrait de faire une course. Fait que au niveau du
dioxyde de carbone, puis des flaveurs aussi dans l'air. C'est ça qui attire les insectes. Fait que cette machine-là fait comme l'humain le plus attractif de la place. C'est cette machine-là. Fait qu'il attire la majorité des insectes piqueurs, puis il les emprisonne. Fait que c'est sûr que pour un terrain, pour des terrasses, ça peut être, ça a été testé. La littérature dit que c'est très, très efficace, donc c'est quand même un bon moyen. Pour un terrain de golf, ça en prendrait beaucoup. Ça en prendrait beaucoup. Fait que, tu sais, il n'y a pas de solution parfaite, je pense. C'est ça. Il y a des solutions alternatives, mais pas de solution parfaite. C'est un petit peu les différents points d'information que j'avais à vous livrer. Il nous reste du temps pour les questions, donc j'imagine que ça a soulevé beaucoup d'interrogations. J'ai essayé aussi de faire ça pas trop ennuyant pour tout le monde, donc je suis allée vite dans certains points. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Donc je pense qu'il y a un micro ici. Parfait. Merci beaucoup, Mme Raymond. Je fais seulement vous rappeler des petites consignes, des petites consignes pour la période de questions. Alors, on a posé 2 micros ici à l'avant, le micro 1 et 2. Si vous avez des questions à poser à Mme Raymond, sans problème, juste vous approcher au micro. Étant donné qu'on a la captation vidéo, on va entendre davantage, ou tout le monde va entendre comme il faut votre question. Et Mme Raymond va se faire un plaisir de vous répondre. Bien vouloir vous identifier. Nous, on prend des notes là, pour être capable de faire des analyses de tous vos commentaires avec le conseil municipal. Posez votre question, votre commentaire de façon assez précise, claire et brève. Étant donné qu'on est nombreux, on va sûrement avoir beaucoup de questions ou beaucoup d'interventions, mais notre temps est quand même un petit peu compté. On a une période de questions de 45 minutes seulement qui est disponible. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, de votre collaboration là, pour permettre à tout le monde qui veut intervenir de pouvoir intervenir. Alors, je vais y aller. Vous restez assis, vous levez. Je vais vous donner au trait, puis moi, je vous donnerai les droits de parole avec la main. Merci. Oui, alors au micro 1, s'il vous plaît. Petit problème technique. C'est le roi. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, j'ai 3 questions qui vont un peu dans le même sens. Je vais vous les poser toutes les 3 ensemble. La première question, c'est que est-ce que les préparations de BTI qu'on a sur notre territoire sont des préparations stérilisées? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est que est-ce que sur notre territoire, on a étudié le développement de la résistance au BTI? Comme par exemple, est-ce que nos maringouins s'habituent au BTI? Parce que dans le cas où nos maringouins s'habitueraient, si jamais des maladies tropicales avec les changements climatiques montaient plus haut, à ce moment-là, si on a épuisé nos capacités du BCI à lutter contre les moustiques, on se retrouverait sans défense devant ces maladies-là.
Et puis, ma troisième question qui va dans le même sens, c'est que les bactéries s'échangent des parties de génome. Est-ce que c'est possible que le BTI qu'on met dans notre environnement échange des gènes de résistance avec nos bactéries naturelles? Est-ce que ça pourrait créer des espèces de, ou bien non, des malingouins Frankenstein qui résisteraient au BTI, ou bien non, des nouvelles bactéries qui auraient intégré la toxicité du BTI? Donc, c'est l'ensemble de mes questions. Parfait. Je vais essayer d'y aller une après l'autre. Donc, au niveau de la stérilisation des préparations, ben, le BTI contient des bactéries. Donc, le mélange ne peut pas être stérile parce qu'on viendrait tuer les bactéries. Donc, non. Est-ce qu'il est stérilisé? Est-ce que l'adjuvant est stérilisé avant d'ajouter les bactéries spécifiques que l'on veut? Ben, j'ai déjà jasé un petit peu avec l'industrie, mais non, on n'a pas jasé assez pour le savoir. Donc, au niveau des techniques très de l'industrie, de l'épandage, j'en ai jamais fait, fait que je ne peux pas vous répondre. Il y aura certainement des questions là-dessus que je ne pourrais pas répondre. Donc, ça, c'en est une. Dans le document du ministère, il me semble que j'ai lu qu'à certains endroits, il y avait des bactéries stérilisées. Puis ça empêchait la propagation des bactéries parce qu'ils ne pouvaient pas se reproduire. Alors que si on a une préparation non stérilisée, ils vont se reproduire dans l'environnement puis s'accumuler. Je comprends non pas. Est-ce que le mélange est stérile, mais bien est-ce que les bactéries qui sont mises sont stériles? Un peu comme quand on reçoit des vaccins, on reçoit des virus ou des bactéries stériles, donc pour que on puisse le combattre, mais que ça ne puisse pas trop se proliférer. Donc, je dois avouer que ça aussi, je ne le sais pas. Est-ce que c'est vraiment des bactéries stériles qui mettent aussi les bactéries peuvent se reproduire? Je sais qu'au Québec, ils ont vu que ça restait dans l'environnement. Donc, ça crée des spores qui restent dans l'environnement puis qui peuvent être là après, puis que dans l'application, la quantité qu'ils appliquent, ils font pas, justement, ils prennent pas ça en compte de savoir, ben, ça fait combien de temps qu'on n'en est pas à cet endroit-ci? Est-ce qu'on est allé voir s'il en restait dans l'environnement? Donc, ça dépose dans les sédiments, puis ça peut être réactivé année après année. Donc, est-ce qu'il y en a qui en restent? Est-ce qu'il en reste suffisamment? Est-ce qu'il faut réappliquer une pleine dose? Fait que ça, je le sais qu'ils ne vont pas vérifier, mais je n'ai pas lu d'études qui parlaient de ça. T'sais, ils posaient la question, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire avant d'avoir le même protocole pour répondre un petit peu partout? Fait que ça, c'est ma tentative de réponse à votre première question. La deuxième question était au niveau de la résistance. Donc, effectivement, si on pense, on essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs. Fait que si on regarde les insecticides pour les bébites à patates qui ont fait des super bébites à patates, on se dit, on veut tellement pas avoir des super maringouins. Fait qu'au niveau de la biorésistance, il y a eu, à ma connaissance, une seule étude qui a été menée en laboratoire où on voyait que ça pouvait peut-être être le cas, mais toutes les études qui ont été menées en milieu naturel ne dénotaient pas de biorésistance à cette bactérie-là. Et votre troisième question était au niveau de génome avec les bactéries. Donc, est-ce qu'à un moment donné, nos bactéries qu'on a indigènes, donc qu'on a de façon naturelle dans l'environnement, pourraient échanger du génome et devenir elles aussi toxiques, donc pourraient venir qu'à produire ce genre de cristaux-là qui pourraient être toxiques dans l'estomac, dans le système digestif des insectes piqueurs. Je dois avouer que je ne le sais pas non plus, fait que je n'ai pas la science infuse, fait que je ne le sais pas. Si je réfléchis aux possibilités, c'est pas impossible, mais c'est quand même une particularité qui est très spécifique
Fait que, ce ne serait pas comme le premier gène, à mon avis, qui serait échangé, le premier phénotype qui serait échangé, mais est-ce que c'est possible? Dans l'absolu, peut-être. Puis j'ai pas vu d'études, peut-être qu'il en existe, mais que j'ai pas lu non plus. Parfait, merci. Mme Perrault, micro 2. Oui, bonjour. Vous savez, je suis très, très sensible à l'environnement, étant conseillère municipale à l'environnement. Cependant, j'ai beaucoup de questions et je vais prendre le temps d'en poser quelques-unes, mais j'en reviendrai plus tard. Je vais laisser le temps aux citoyens d'en poser aussi. D'abord, vous dites que la bactérie, elle est présente dans la nature, normalement. Et par rapport à l'adjuvant, vous avez parlé des adjuvants. Moi, ce que je veux vous dire, est-ce que l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire est un organisme sérieux? Pour moi, je trouve que oui, ça fait partie de Santé Canada. Alors, l'ARLA affirme qu'elle fait l'évaluation des risques à la santé humaine et à l'environnement, ainsi que la valeur de l'utilisation des pesticides et de leurs adjuvants. Donc, ils analysent ça. Nous, on ne voit pas ça sur l'étiquette, mais Santé Canada, eux autres, ils le font. Sachez que Santé Canada se tient au courant des nouveaux renseignements sur tous les pesticides, y compris pour les pesticides à base de BTI, et prendra les mesures qui s'imposent si des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement sont relevés. Santé Canada continue d'être un chef de file mondial en matière de réglementation des pesticides. Son processus d'examen des pesticides est rigoureux et entièrement fondé sur la science. J'essaie d'apporter peut-être un autre point de vue. Un point de vue, tu sais, il n'y a pas de certitude. Il y a, dans l'étude du ministère qu'ils ont mis récemment, il y a plus de 300 fois le mot « pourrait ». Moi, en science, étant une scientifique, moi, quand c'est « pourrait », c'est pas une certitude. Moi, en chimie, ça prenait des preuves, ça prenait des tests, ça prenait des certitudes. Fait que, en tout cas, j'accorde beaucoup de bémols là-dessus. Aussi, quand on parle de consensus, est-ce que vous affirmez qu'il n'y a aucun consensus? Quelle est la différence entre une unanimité et un consensus? En fait, moi, je crois que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la faune et les parcs, fait consensus pour accorder des permis d'épandage en vérifiant les conditions, les dosages, les méthodes. Puis c'est pas vrai qu'à Notre-Dame-la-Merci, on en met partout. C'est fait secteur par secteur, endroit par endroit. En tout cas, je m'arrête là pour tout de suite, mais ce sont mes questions pour tout de suite. Merci. Merci pour vos commentaires. Effectivement, je ne suis pas allée regarder la façon que c'était fait. Et je pense que le ministère donne une mise en garde justement dans la façon que le BTI est utilisé. Fait que si effectivement c'est utilisé avec parcimonie, l'analyse, c'est quand même très très complexe. Fait que d'analyser tout en bloc le BTI versus les différentes méthodes qu'on l'utilise, ça vient changer beaucoup le résultat aussi. Donc, merci pour le commentaire effectivement, il y a sûrement moyen de diminuer le potentiel de risque. Parce que c'est ça, c'est un risque. Comme le disait Mme Perrault, il n'y a pas vraiment, c'est pas démontré hors de tout doute. Donc, est-ce qu'il y a moyen de diminuer ce risque-là avec une application qui est consciencieuse? Ben, je pense que ça peut grandement aider. Fait que félicitations si c'est une réflexion qui est faite aussi à Notre-Dame-de-la-Merci. De la Castor. Merci beaucoup de votre présentation, c'était très intéressant et éclairant. J'ai quelques questions à poser, à savoir que, en fait, mes observations à moi que je pourrais partager, je suis ici depuis 2001. On est villégiature, chalet, on vient presque à toutes les fins de semaine. On a vu une grosse différence à partir des 2 premières années
où on était vraiment, pendant cette période-ci, inondés d'insectes piqueurs, ça rentrait partout, en tout cas c'était pas vivable, assez qu'il y a des périodes dans l'année où on ne se présentait pas à cause de ce problème-là, c'était invivable. Ça a d'une certaine façon inévitablement un impact économique, c'est certain, pour cet aspect-là. Mais à partir du moment où on a commencé les investissements dans le BPI, ça a vraiment droppé, fait une différence où on pouvait commencer à entretenir le chalet, aller dans les sentiers sans être trop incommodé. C'est sûr qu'il en reste encore, il y a beaucoup d'autres variétés d'insectes piqueurs, il n'y a pas seulement les marins voyants, les mouches noires, etc. Chacun a sa saison. Maintenant, je suis curieuse de savoir de quelle façon la municipalité a choisi les lieux pour l'épandage du pays. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que, à la lumière des informations, on peut considérer que l'utilisation peut continuer de façon plus intelligente et ciblée, en encourageant davantage les utilisations de pièges en moustiques. Si la municipalité pouvait nous soutenir dans cette voie-là, en plus d'être utilisée en parallèle avec le BPI. Alors, c'est une question comme ça. Merci beaucoup. Alors, pour votre question par rapport au conseil municipal, c'est certain que tous vos commentaires, on les prend en note et le conseil municipal va vraiment regarder chacun de vos commentaires avant de prendre une décision si on va ou non en appel d'offres pour la saison 2025. Mais c'est des choses qui sont très importantes, puis c'est des questions qui vont être répondues par le conseil municipal, à savoir est-ce qu'on y va de la même façon, de façon restreinte ou peu importe, ou si c'est... On verra, il n'y a pas de décision comme je vous le disais tantôt. Oui, au micro 2. Bonjour, Daniel Baudouin. Moi, je me posais la question suivante, à savoir peut-être une question politique, là, mais pardon. Comment ça fait que les gouvernements autorisent l'épandage de BTI alors qu'il n'y a pas eu d'études probantes là, sur les effets à moyen terme ou à long terme sur la chaîne alimentaire? Alors, il y a eu une autorisation qui a été faite, mais il n'y a pas eu... ça a été fait sans études qui prouvent vraiment qu'il n'y a pas d'impact sur la chaîne alimentaire. Ça, c'est ma première question. En fait, je ne peux pas répondre pour le gouvernement. Je ne prétendrai pas à pouvoir répondre pour le gouvernement. Par contre, si on revient à ce que j'ai dit, le consensus, c'est quand même que de tous les insecticides, pour les insectes piqueurs, c'est le moins dommageable. Fait que, c'est l'impact, c'est sûr que si on le met sous la loupe, l'impact, est-ce qu'on peut voir un impact sur différentes choses? Peut-être. Il y a des études qui disent que oui. Mais de façon globale, est-ce que ça a un poids environnemental suffisant? C'est peut-être ça qui n'était pas le cas, ou en tout cas que, comme je le disais, s'il y a une étude qui dit que oui, puis l'autre étude qui dit que non, à un moment donné, une étude qui dit une chose, une étude qui dit son contraire, c'est un peu difficile. Le consensus, c'est qu'il y a quand même une innocuité pour les humains. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont allés vers l'autorisation. Et bien, si on met les impacts potentiels sur l'environnement versus les impacts économiques, bien, ce ne serait pas la première fois que le gouvernement prendrait une décision économique. Le fait aussi qu'il n'y ait pas d'épandage dans les parcs, puis dans les zones protégées et dans les municipalités qui prohibent l'épandage de pesticides, c'est comme une piste, ça aussi, non? En fait, si on part du principe que le BTI est là pour le confort, donc l'élimination de cette nuisance-là qui est les insectes piqueurs, dans les réserves, dans les parcs fauniques,
les réserves fauniques, ben, on ne peut même pas se construire de maison. Donc, pourquoi venir tuer les insectes quand on ne peut même pas... C'est vraiment toutes les activités que les humains pourraient y faire si c'est en lien avec la faune. Ben, ils ne veulent pas affecter la faune. Fait que, c'est un petit peu de dire, ben, pourquoi affecter la faune? Parce que des insectes, c'est quand même de la faune. Fait que pourquoi affecter la faune dans une réserve faunique où le but n'est pas de mettre l'emphase sur le confort des humains? Juste un commentaire aussi. Si on recule dans le temps, c'est sûr qu'avant, il y avait beaucoup plus de moustiques, mais c'était toujours la période du mois de mai, juin qui était super intense. Mais rendu au mois de juillet et août, la prolifération des moustiques, ça diminuait. Il n'y avait pas des moustiques en juillet et août comme il y en avait en juin. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. Des fois, on oublie, on se rappelle juste du temps où il y avait beaucoup de moustiques. Mais pendant ces étés-là, où il n'y avait pas d'épandage, il y avait des périodes où il y en avait beaucoup moins, juillet et août, notamment quand les grandes chaleurs commençaient à arriver. Puis là, on s'en va vers des climats aussi où ça va se réchauffer de plus en plus. Alors, voilà. Merci. Merci. Mais effectivement, il y a aussi un autre consensus sur le fait qu'il y a de moins... Il y en a toujours trop à notre goût, là, ça c'est clair. Il y en a toujours trop à mon goût aussi. Mais il y a quand même une diminution des insectes en général. Ça aussi, ça fait un consensus, effectivement. Oui, alors, micro 1, s'il vous plaît. Bonjour, Daniel Chalifou, La Carture, Notre-Dame-de-Merci. Il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête, là. Tu sais, le divorce avec le BTI, est-ce que c'est définitif? Tu sais, je veux dire, on peut-tu, si on essaie de ne pas épandre 1 année, 2 années, 3 années, je pense qu'ils vont en revenir en courant le jour que la municipalité va dire « Hey, excuse, on voudrait avoir une soumission, on fait un appel d'offres pour l'épandage, ça va se bousculer ou pas. » C'est pas un choix qui est définitif et radié. Ah, ils ne veulent plus arroser à Notre-Dame, on ne lui donne plus jamais de BTI, puis on ne veut plus jamais arroser, on ne lui vend même plus de grade. C'est pas définitif s'il y a un divorce. Fait que, tu sais, c'est pas comme si on dirait on coupe l'électricité, puis on coupe tous les poteaux de téléphone à Notre-Dame. Ça va prendre une éternité avant qu'il y ait du courant. Mais tu sais, le BTI, les compagnies vont se bousculer à la porte le jour qu'on va vouloir répandre. On peut-tu l'essayer? Tu sais, tantôt, on parlait, tu mentionnais qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites versus t'étends pendant 20 ans et t'arrêtes. Il y a peut-être une belle opportunité là de le faire, tu sais, par secteur, je ne sais pas. Puis moi, je vous ferais remarquer, si je parle avec mes voisins là, au Lac-Arthur, une année sur 4, on voit une différence. Il y a moins de bébites. Mais les 3 autres années, on se fait manger bien raide la même chose pendant 3 semaines. C'est pas la fin du monde. On était à la pêche à Zec-la-Vigne il y a 2 semaines. À Zec-la-Vigne, on s'entend qu'il n'y a pas d'épandage. Ici, à Saint-Côme. Et il y avait autant de bébites chez nous que là-bas. Fait que cette année, je peux vous confirmer que moi, dans mon secteur, ça n'a pas fonctionné encore. Puis ça ne me dérange pas, ça fait mon affaire. C'est moi qui est venu vivre en forêt. Il y a une problématique de pécan. Nous autres, on a un chat qui a été mangé par un pécan ce printemps. Est-ce qu'on peut éradier les pécans? T'sais, mon chat est au bout de sa corde, puis je l'ai vu faire le matin. Il s'est fait bouffer carré par un pécan. J'habite chez le pécan. J'habite chez une famille de pécans. C'est pas eux qui ont envahi mon territoire. C'est ça. Il faut se questionner. T'sais, moi, on était à Montréal hier. Il y a du trafic. C'est possible d'éradiquer le trafic à Montréal? Ben non. Si tu vas à Montréal, ça vient avec. Puis on parle d'impact économique. Essayer de réserver une nuit dans le parc de Forêt-Waro pour camper avec une tente. Il n'y en a pas de place. Pourtant, ça roule, le camping. La Forêt-Waro est toujours pleine, puis il n'y a pas d'épandage qui se fait là. C'est ça. Moi, je pense que la question à se poser, c'est notre niveau de confort va jusqu'où pour 3 semaines qui nous dérange. Tu sais, moi, il y a des loups dans le lac chez nous, ils mangent des poissons, je peux-tu les éradiquer? Ils me dérangent. Ils mangent des crapets salés et des perches chaudes. Je vais laisser faire la loupe. C'est ça. C'était des commentaires et des questions. Merci. Merci beaucoup pour les commentaires. On a reçu votre note.
Puis, on va en discuter avec le conseil municipal. Et juste un petit point, dans le parc de la Forêt-Waro, il y a de l'arrosage parce qu'il n'y a pas de réserve phonique. Micro 2. Lise Ménard, résidente depuis 14 ans, permanente, mais depuis 1978, j'ai un chalet. Et si je n'avais pas de véranda avec moustiquaire, je ne vivrais pas à Notre-Dame-de-la-Médecine. Concernant les études, Santé Canada, oui, fait des recommandations, mais il y a le CDC aussi. Je le place au-dessus de Santé Canada. Question de légitimité, probablement. Les oiseaux, les impacts sur les oiseaux, les hirondelles, entre autres, là, la menace la plus grande, c'est les chats. Les chats, si vous les laissez libres, mettez-leur un petit grelot, une petite collerette lumineuse, là, pas lumineuse, mais de couleur, ça va les protéger un peu. Les chats sont l'ennemi numéro 1 des oiseaux. Je le sais, je suis ornithologue amateur et je vois l'impact. Parce qu'il y a des chats errants dans mon coin. Alors, c'est juste pour vous dire que on est achalé. Il y en a qui sont achalés pour juste 3 semaines par les moustiques. Moi, je fais mes plates-bandes, là, mais je les fais dans mes pots, puis je les fais dans mon garage parce que là, je ne peux pas sortir dehors présentement. Ça fait que, puis je suis achalée par les moustiques de là jusqu'au mois de septembre. Peut-être que mon sang est trop sucré à mon goût. Alors, c'était mon commentaire. Merci pour le commentaire, Mme. Micro 1. Jean Carasseur, naturel, merci depuis longtemps. Je voulais faire une analogie, je voulais avoir une réponse à la question. C'est que ici, dans le nord, on a beaucoup d'insectes, puis ça dure, mettons, mai, juin, juillet. Une partie du mois d'août, ça c'était anciennement, ça va avant contrat. Maintenant, c'est l'hiver. Si je m'en vais dans les cantons de l'Est, qui est pas mal semblable au Laurentide, parce qu'ils l'ont fallu, tous les photos, tout ça. Là-bas, ça ne dure pas si longtemps. Donc, même dans le train de Pont-Main, qui est loin, là, à l'ouest, ça dure les bébites juste peut-être jusqu'au 15 de juin. Après ça, l'été, on est bien. Il n'y a pas bien. J'ai passé plusieurs étés là, puis c'était comme ça. C'est pour ça l'analogie qu'il y a, comment ça, là-bas, les animaux réussissent à vivre quand même, les canards, les grenouilles, tout ça, puis ils ne sont pas affectés par ça. Es-tu capable de me donner la réponse à ça? En fait, je vous dis pas que. En fait, il n'y a aucune étude qui dit qu'il n'y aura plus d'oiseaux, qu'il n'y aura plus de grenouilles, qu'il n'y aura plus de. Puis, il y a certaines études qui ont vu une baisse au niveau, par exemple, des oisillons, si on reprend cette étude-là, parce que je pense qu'elle reste en tête beaucoup, il y en avait 1 sur 3. Donc, des hirondelles continuent à en avoir quand même. Puis ça, c'est une étude qui avait montré que oui, il pouvait avoir un impact. Donc, cette place-là, à ce moment-là, ils ont enregistré un impact. Est-ce que si c'était d'autres sites qui avaient utilisé à d'autres moments, il y aurait eu des impacts? Bien, pas nécessairement. Donc, tu sais, chaque écosystème est différent. Ce que le ministère dit, c'est qu'il y a peut-être dans chaque différence d'écosystème des impacts qui peuvent varier d'un écosystème à l'autre, mais ça se peut qu'il y en ait. Fait que, tu sais, encore là, à partir de ça, ça se peut qu'il y en ait, bien, puis je ne jugerai pas du tout le restant de la réflexion, bien, c'est à partir de là qu'on doit avoir notre réflexion de, bien, c'est une possibilité qui vaut la peine de dire je ne peux plus sortir dehors, ou c'est une possibilité qui fait comme on va-tu attendre que l'étude de Suède sorte, ou on va-tu attendre d'avoir plus de certitude pour que je puisse au moins profiter dehors en attendant? Fait que la suite de cette réflexion-là,
ben, au niveau de la science, ça s'arrête là. Je ne peux pas vous en donner plus. Fait au niveau de la suite de la réflexion, c'est vraiment une réflexion personnelle et une réflexion au niveau du conseil que vous devez avoir. Puis, tu sais, je vous jugerai pas avec ça, c'est certain. C'est parce que ça amène des conflits entre les régions, parce que là, les municipalités, ils veulent se développer, naturellement, puis si c'était, on est défavorisé à ce moment-là, c'est un autre facteur, c'est ça. Je comprends vraiment. Au point de vue économique, tu sais, je comprends très bien. Étant une proie de choix, je comprends tout à fait parce que j'aime pas ça non plus, vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Bourassa, micro 2. Bonjour, madame. Merci pour votre présentation, très intéressante. J'aimerais revenir par contre sur le cadre réglementaire qui en coûte tout pour qu'on comprenne bien que ça part du fédéral, du provincial et ça s'en va chez nous. Donc, il y a un cadre qui est établi. Ce cadre-là fait en sorte que les compagnies telles que BPI ou autres doivent passer ces cadres réglementaires-là avant d'arriver chez nous. Maintenant, dans les trois sphères qu'on a parlé, le côté environnement est très bien expliqué. Ça, c'est clair. C'est clair pour moi. Il y a peut-être, et on l'a utilisé beaucoup, je suis en train de le mentionner, je pense qu'il est utilisé 300 fois peut-être pour rien, on ne sait pas. Il y a le côté social, qui lui n'est pas tellement défini, mais il y a une qualité de vie qui va avec ça, on pourra en discuter ça aussi. Et il y a le côté économique qu'il ne faut pas négliger. Donc, dans notre municipalité, il va falloir se poser cette question-là. Maintenant, ma question, c'est est-ce que dans la communauté scientifique, il y a eu une étude qui démontre, hors de tout doute, et qui a établi un consensus ou une unanimité sur l'utilisation de ce produit? Sur l'utilisation du produit, non. Parce qu'on ne fait pas d'études sur l'utilisation du produit. On fait une étude sur est-ce que le produit va avoir un impact sur telle chose? Est-ce que le produit va avoir un impact sur telle chose? De faire une étude sur les impacts globaux du BTI serait titanesque et utopique comme étude. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Mais non, on regarde s'il y a un effet sur les petits oiseaux dans un nid, sur les odonates, les demoiselles, sur telle sorte d'anneau qui est les grenouilles. Fait qu'on peut étudier une seule chose à la fois, puis c'est déjà des études qui sont quand même assez grandes. Maintenant, souvent, quand c'est des études, elles peuvent être contestées. Donc, autant si c'est des études qui sortent par des universités, vont être contestées par l'industrie, puis si c'est des études qui sortent par l'industrie, ben, ils vont être contestés par les universités. Donc, à partir de là, ben, non, il n'y a pas de... Puis c'est des scientifiques partout, là, tu sais, c'est des scientifiques partout. Puis je dis pas que... Je veux reprendre un petit peu. Ce que je veux pas que vous pensiez, c'est que je dis que toutes les études des universités disent que ça a un impact, puis toutes les études de l'industrie disent que ça n'en a pas, des impacts sur l'environnement. C'est pas ça que je dis, mais très souvent, on a vu que des études d'université qui disaient que ça avait un impact étaient contestées par l'industrie et vice-versa. Donc, à partir de là, est-ce que la science dit quelque chose? Ben non, parce que les scientifiques disent des choses différentes. Oui, alors, Madame Reed, micro 1. Oui, bonjour, Susan Reed, la Galipo. Depuis 30 ans, je peux dire aussi que j'ai remarqué des changements depuis 30 ans. Il n'y a plus de jaseurs de cèdre, il y a beaucoup moins de grenouilles aussi. Au niveau des études scientifiques, la limitation des études scientifiques, c'est que ça ne peut pas prédire ce qui va arriver. Ça fait un job assez bien sur qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut interpréter, quelles sont des choses qui peuvent être problématiques. Mais je pense que le point le plus important, c'est le principe de précaution, parce que la situation est telle que nos écosystèmes sont menacés de toutes sortes de manières actuellement.
d'autant plus, on ajoute le BTI pour notre confort, qui est compréhensible, parce qu'il n'y a personne qui aime des bébites. Par contre, je pense que c'est important, cette idée de principe de précaution. Et ma question est, il y a des municipalités qui ont décidé par principe de précaution d'arrêter ou de limiter le BTI. Je ne sais pas lesquelles qui sont, mais est-ce que vous êtes au courant de quelles sont ces municipalités-là? Sur le net, il y a toute une liste, effectivement, de municipalités. Il y en a combien? Il y a Rouillère. Donc, on ne sera pas les premiers. Il y en a quand même beaucoup, quelques dizaines, effectivement, qui ont arrêté. Il y en a qui se sont posé la question, est-ce qu'on épand ou non, puis qui ont décidé de ne pas épandre. Il y en a qui se sont posé la question, est-ce qu'on épand ou non, qui ont décidé d'épandre. Fait que, mais il y en a qui ont arrêté à cause justement de l'effet potentiel sur l'environnement. Il y en a qui ont arrêté au niveau économique, parce que les gens disaient, ben c'est quand même, on est tellement peu de personnes sur un grand territoire qu'à un moment donné, c'est trop cher d'épandre. Fait que, encore là, c'est quoi la raison de ceux qui arrêtent? Il y en a qui arrêtent, mais il y en a qui commandent, qui décident de le faire, donc qui entreprennent le programme de contrôle. Fait que, j'ai pas fait de statistiques à ce niveau-là. Si je peux donner un commentaire aussi, je trouvais ça intéressant de dire, ben, nos écosystèmes sont déjà très... la pression sur nos écosystèmes est déjà quand même très forte. Fait que effectivement, il y en a qui disent, ben, appliquons le principe de précaution, puis, ben, cessons ou ne commençons pas l'épandage de BTI. Puis, quand on met tout ça dans la balance, il y en a d'autres qui se disent, ben, à quel point nos écosystèmes, le BTI, c'est la pire des choses qui leur arrivent. C'est peut-être pas la pire des choses qui leur arrivent, on a-tu autre chose à travailler en premier? Fait que, tu sais, c'est encore là, c'est vraiment des réflexions qui peuvent aller dans tous les sens, puis c'est des décisions personnelles puis des décisions municipales par la suite. Merci pour le commentaire. Oui? Bonjour, Félix Pigeon. C'est juste un petit commentaire quand même. Là. Moi, en fait, il m'apparaît comme évident, en fait, qu'on remarque beaucoup de choses à rebours au travers du temps. T'sais. On se rend compte de certaines problématiques. Et puis, entre autres, là, je pense entre autres au plastique, microplastique. Récemment, il y a eu certaines études qui ont sorti que ils se rendent compte que dans les testicules des hommes, il y a beaucoup de microplastique. Puis ils pensent que ça peut être, entre autres, à cause de l'accumulation de plastique. Tout ça, ça fait en sorte qu'il y a des problèmes de fertilité chez les hommes. Les PFAS, etc., le PECLON, toutes des choses qu'on avait à grande échelle, puis finalement, on se rend compte par après, il y avait peut-être une problématique avec ça. Pourtant, ça avait été autorisé, ces choses-là, par le passé. T'sais. Et puis, mettons, fumer la cigarette, on sait maintenant que c'est mauvais, puis par le passé, des fois, j'ai déjà parlé à mon grand-père, qui est maintenant décédé, mais il avait fumé par le passé, puis il me disait, dans le temps, on ne savait pas que ça pouvait avoir un effet, mais quand on regarde ça d'une manière neutre, avec un recul, on dit, envoyer de la fumée dans ses poumons, c'était peut-être pas la meilleure idée. Alors que là, on épand à grande échelle un produit dans l'eau, aux sources de vie, dans les milieux qu'on dit sensibles, sans savoir à long terme c'est quoi que ça va avoir comme effet. Est-ce que ça va aller dans la nappe phréatique, ça? Qu'est-ce que ça va faire? Au-delà de l'eau, on perd potentiellement de la biodiversité. On ne sait même pas c'est quoi que ça va avoir effet sur vos petits-enfants, vos enfants. On est là ici parce qu'on aime la nature. On est entouré de belle nature. Est-ce qu'on veut être ingrat envers la nature? Est-ce qu'on veut se promener en 4 roues et dire « j'aime donc bien le plein air » ou bien on veut se dire « coudonc, je l'aime tellement la nature que je veux la protéger, la nature, je veux prendre les précautions. » J'ai un professeur au secondaire qui disait « dans le doute, abstiens-toi. » Hein? On ne sait pas c'est quoi que ça va donner. Puis on voit qu'on s'est trompé souvent par le passé. Fait que je pense que... Puis, tu sais, est-ce que, au niveau de la science, c'est sûr, il y a beaucoup de pourrais, mais au final, est-ce qu'il faudrait, dans le fond, tout autoriser sans avoir, hors de tout doute raisonnable, la certitude que, ça le, comment dire,
est-ce qu'il faut attendre d'avoir un doute raisonnable que ben, ça a un impact avant de dire non, on ne le fait pas, mais c'est l'inverse dans le fond, de dire OK, pas mal sûr que c'est safe, fait que là on peut l'appliquer. Moi je pense que c'est peut-être le meilleur principe. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, Daniel Baudouin. Vous savez, sur les impacts du réchauffement climatique, il y a des milliers d'études qui prouvent que ça existe. Par contre, il y a une grande partie de la population, un grand pourcentage de la population qui continue à dire non, le réchauffement climatique, c'est pas causé par l'homme, ça n'existe pas. Donc, dans ce sens-là, j'y vais dans le sens d'une intervenante qu'il y a eu. Le principe de précaution devrait s'appliquer sur des choses. On est à -5 pour la planète. C'est vraiment rendu un enjeu qui est sérieux. Alors, moi, je pense que notre confort, c'est un effort collectif de toute la planète là, où on est rendu pour que le vent tourne du bon côté. Aussi, je me disais juste comme pour les feux de plein air, la CEPAC, il y a certains parcs, la CEPAC qui pense à interdire les feux en plein air, justement à cause des particules que ça relâche, puis de la qualité de l'air qui est en jeu pour les campeurs, etc. Donc, on est rendu loin là, au niveau de la précaution. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. J'avais une question pour Mme Bélanger. En passant, l'épandage du PTI, ça coûte combien à la municipalité par année? Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est aux alentours de 175 000 par année. Je pense, le compte de taxes, c'est à peu près 80 $ par payeur de taxes, ou quelque chose comme ça? C'est 97 $ par compte de taxes. Par compte de taxes. OK, je vous remercie. Oui. Pierre Fortier, tout à l'heure, vous avez mentionné, je ne me souviens pas pour quelle espèce, qu'il y avait une diminution de 33%. 33%, ça n'a peut-être pas l'air beaucoup, mais ça, c'est sur une génération. En sciences biologiques, si on observe une diminution de 33% sur une génération, ça va prendre combien de générations pour que l'espèce peut-être disparaisse au complet? Puis donc, j'ai une deuxième question. J'ai l'impression que les cèdres attirent plus les mouches noires. Est-ce que j'ai juste une impression ou si c'est vrai? Si on a une diminution de le tiers à chaque génération, combien ça prend de temps avant que l'espèce, je ne vais pas aller vers disparaisse, mais soit menacée? Ça ne prend pas énormément de générations pour que l'espèce, effectivement, soit en situation précaire. Combien exactement, c'est quand même difficile, ça dépend, chaque année, ça dépend du taux de survie, ça dépend, fait que, là, la dynamique des populations, ça ne peut pas être répondu avec un chiffre comme ça. Puis, au niveau de votre seconde question était... Ouais, j'ai l'impression que le cèdre, qu'il soit en milieu humide ou en milieu sec, attire plus les mouches noires. Effectivement, ça aurait pu être une réponse. Le Thia occidental est une espèce qui croît très souvent en milieu humide, fait que les milieux humides, c'est normal. Mais oui, un peu toutes les cèdres, effectivement, vont attirer. Souvent, ça fait... Le cèdre a quand même une bonne capacité de rétention avec ses racines et tout ça au niveau de l'eau. Donc, oui, ça va attirer, ça fait aussi beaucoup d'ombre, fait que oui, ça va attirer effectivement les insectes. Oui, alors le micro 2, s'il vous plaît. Bonjour, Daniel Perrault du Lac-Georges. Moi, je me fais piquer beaucoup, là, contrairement à mon conjoint. Je joue des fleurs, comme les, j'ai été obligée de mettre un mètre. Et on n'en a pas beaucoup. Je suis bien contente quand on a acheté, qu'on a su qui arrosait. J'ai dit à mon chum, il va falloir qu'il me construise une galerie avec plein de petits câbles, je ne pourrais pas aller là. Là, j'y vais et je me mets de l'insecticide. Quand il y en a. Mais moi, de l'insecticide, on se fait piquer partout. Hein? Dans le cou, dans le visage, fait que j'en avale, je ne veux pas. Est-ce que, d'après moi, ça doit être plus dommageable que le BTI? Est-ce que je me trompe?
Ça dépend quel insecticide on utilise, ça dépend de la quantité qu'on met, puis ça dépend où on l'applique. Donc, de façon absolue, une forte utilisation de répulsifs à insectes sur nous. Et là, je vais aller sur les effets sur la santé humaine uniquement. Donc, effectivement, si on en met beaucoup sur soi, l'effet sur la santé humaine peut être plus grand que le BPI, effectivement. Et là, ça a un effet localisé sur soi et non sur l'environnement. La dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que moi, j'ai passé mon enfance dans les cantons de l'Est. Des bébites, il y en avait. Ardennes, des fois. Et il y avait beaucoup de cèdres, par contre. Là. Je croyais que les cèdres. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une chaîne alimentaire aussi. Il y en avait dans les cantons de l'Est, des grenouilles, des papillons, de tout. Puis là, juste pour revenir, chez nous, en ce moment, au Lac-Georges, on en a. Là, on a plein de papillons de ce temps-ci. Des wawaros, en tout cas, des canards, on les voit. Je sais, ce que vous dites, c'est que ça a peut-être un impact là-dessus, mais on ne la voit pas en ce moment. Bien, effectivement, il mentionnait que ce n'était pas appliqué partout. Donc, est-ce que déjà la gestion est bien faite, puis ça permet de maintenir les écosystèmes? Encore une fois, des fois on trouve des effets, des fois on n'en trouve pas. Donc, les écosystèmes sont tous différents. Oui, dans les cantons de l'Est, il y a moins d'insectes piqueurs. Par contre, il y a beaucoup de chironomes, fait qu'il y a beaucoup, cette partie-là de la chaîne alimentaire, elle est présente, donc elle permet tout le reste de la chaîne alimentaire aussi. Fait que les écosystèmes sont différents. Parfait. OK, merci beaucoup. Merci. Hélène Bélan du Lac-Castor. Je voudrais remercier le conseil d'avoir organisé cette rencontre-là. Je trouve ça très intéressant et on a entendu des gens qui sont des éveilleurs de conscience. Il y a une prise de position par le conseil à prendre éventuellement par rapport à l'utilisation du BPI. J'aime beaucoup le mot prudence qu'on a évoqué tantôt. Moi, je voudrais demander, est-ce qu'il y a une alternative mettons que la proposition de renouveler le contrat avec la compagnie BTU, l'épandage, etc., est comme mise sur pause? Est-ce que la municipalité a pensé à une deuxième solution pour aider les gens à lutter contre les insectes? Je ne veux pas me prononcer pour le conseil municipal, mais ce sont tous des aspects qui vont suivre la séance d'information, le sondage, tout ça. Même, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres formes que le conseil ne trouvera pas une autre séance d'information pour essayer de nous guider davantage si les questions se posent, mais rien n'est laissé à la légère pour prendre la bonne décision par le conseil municipal. Je ne sais pas si un de nos conseillers, conseillères, mairesses souhaite se prononcer, mais présentement, c'est vraiment l'échange qu'on a aujourd'hui va susciter des questionnements et de là, on va aller chercher les informations puis voir, puis peut-être vous revenir dans le futur avec une proposition ou avec aller chercher encore vos commentaires à nouveau. Là, puis ça c'est très clair, et le conseil municipal était très, déjà ce matin, il me disait il faut vraiment que les gens comprennent la décision n'est vraiment pas prise, on veut vraiment faire les choses correctement. Donc, j'espère que le message est quand même bien véhiculé dans la population, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, on le sait, là, mais le contrat il est loin d'être signé encore. Je sais qu'il y a une ou deux municipalités, une certaine dans le coin de la Gaspésie, que je pense qu'ils ont lancé un projet pilote, qui ont décidé d'arrêter d'épandre et de subventionner l'achat des pièges que je vous ai montrés. Donc, ça se détaille autour de 300-400 ces pièges-là, 300-400 $. Puis après ça, il faut acheter des bonbonnes de dioxyde de carbone aussi. Fait que c'est clairement, c'est ça. C'est pour ça qu'ils se sont dit, on va l'essayer. Vous pourriez peut-être regarder, je pense que dans mon PowerPoint, il y a la mention de cette municipalité-là. Sinon, j'essayerai peut-être
de la transmettre si vous voulez voir. Je pense que ça fait 1 an ou 2, fait que peut-être de voir, elles sont rendues où, c'était peut-être, est-ce que ça a été un flop, est-ce que les gens ont aimé ça, est-ce que peut-être on va faire les vérifications parce que même on a entendu aussi à la municipalité que ça agissait seulement sur certaines espèces, davantage sur le maringouin que sur la mouche noire. Fait on va regarder parce qu'on a quand même les 2 espèces énormément ici en présence sur le territoire. Fait qu'on va vérifier toutes ces informations-là. Avez-vous une question? Oui, allez-y. Bonjour, Daniel Deslanchamps à la Caline. Je suis dans 2 réalités. Moi, les moustiques me tournent beaucoup, très peu piqués. Mon épouse, elle, 4 fins de semaine, elle n'a pas vu au chalet. Elle se fait manger tout là, à un tel point où elle a des auréoles tout le tour. Ma question, c'est, au niveau alimentaire, est-ce qu'on peut avoir une alternative? C'est exemple, si je mange 20 avocats par jour, est-ce que ça éloignerait? La science, est-ce qu'elle a déterminé notre alimentation? À ma connaissance, non. Quand je disais je dois manger trop de sucre, je faisais une blague. Parce qu'on entend tellement plein de choses. Fait à ma connaissance, non. Peut-être que. Pardon? La vitamine E pour les enfants pour empêcher d'être piqué ou pour diminuer l'inflammation suite aux piqûres? Empêcher d'être piqué. C'est ça, ok. C'est odorant. Bon, ça vaut la peine d'essayer. Parfait, merci beaucoup. Madame Perrault, micro 2. Oui, encore quelques questions aussi. Au niveau global pour l'environnement, tu sais, j'entends le principe de précaution, oui, ça me rejoint. Ce que Daniel Baudouin disait aussi tantôt, ça me rejoint. Par contre, je me dis, là, c'est sûr, on parle de piège, mais je me dis, nos citoyens, qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Alors, moi, je me souviens, est-ce que vous vous souvenez des tondeuses à gazon à fumer, là? Donc, les gens faisaient des fumées à la journée longue. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Moi, je sais que non. Vous autres, sûrement aussi, vous le savez. Étendre du DDT. Moi, à un moment donné, il y a 2 ans, j'ai un voisin, j'ai vu arriver un camion avec des gens habillés en blanc avec tout ça. Là, ils se sont mis à appliquer un produit. Moi, j'avais des vêtements sur la corde, j'avais des mangeoires pour mes colibris. Je me suis dépêchée à enlever ça. On est allé voir quel produit ils avaient utilisé. C'était épouvantable. C'était toxique pour les poisons. Puis là, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Voyons donc. Contre les araignées, contre les guêpes. Mais voyons donc, on est dans la nature. Fait que si des gens commencent à faire des choses comme ça, à utiliser des ingrédients chimiques extrêmement dangereux, aussi ils font des feux dehors à journée longue, aussi ils s'aspergent d'insecticides, qu'est-ce qui est mieux globalement? Moi, là, je me pose cette question-là. C'est sûr que les pièges à moustiques, peut-être pour les moustiques, c'est bon. Pour les mouches noires, il faudrait en faire la preuve parce que je ne suis pas certaine, mais en tout cas, je me pose la question. Après ça, tout à l'heure, on parlait des chironomes. Il y avait 3 genres qui avaient été affectés. Bien, il y en a 700 genres en Amérique du Nord. Fait qu'il y en a 3 qui ont été affectés. Au niveau des amphibiens, j'ai lu aussi beaucoup là-dessus, parce que, tu sais, je me questionne, là, puis nos collègues aussi se questionnent. Donc, au niveau des amphibiens, quand ils ont vu un effet, c'est qu'ils avaient utilisé la dose 300 fois plus concentrée que qu'est-ce qui est utilisé ici. Quand on parle aussi des biologistes, ça me rejoint un peu, ça me fait mal au cœur. Parce que mon frère est biologiste, mon beau-frère est biologiste, c'est des gens qui ont travaillé pour des compagnies, puis pourtant, ils ont toujours resté scientifiques, toujours rigoureux dans leurs conclusions. Fait que moi, de dire que les études menées par les compagnies, ça vaut rien, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère comme scientifique à accepter qu'on les dénigre comme ça. Il faut faire attention. Fait que, on a des décisions à prendre, on va vous entendre, on vous a entendu, c'est pour ça qu'on a fait ça, cette séance-là, mais il faut se poser des questions globalement. Merci. Merci beaucoup. Oui.
Oui, bonjour, Robert Bourgault, chemin du Lac-Georges. Premièrement, j'aimerais remercier la municipalité pour avoir organisé cette séance d'information ce matin. C'est très difficile, on apprend des choses. Mon questionnement n'est pas biologique, car, comme mon épouse l'a mentionné tantôt, notre confort, notre qualité de vie, et aussi pour beaucoup de nos concitoyens, c'est important. Et puis, on peut sortir dehors au mois de mai ou au mois de juin. C'est pour une des raisons qu'on a acheté à NDA. Non, mon questionnement est plus pour... Ben, j'aurais une question pour toi, Raymond. C'est les pièges que tu parles, là, qui... est-ce que c'est un piège ou c'est juste un déterrant? Ça attire les moustiques, mais ça les... Oui, ça les emprisonne, ça les tue. Ça les emprisonne. C'est Okay. ça. Donc, une fois, c'est sûr qu'on peut aussi se dire, est où la différence entre l'effet des pièges et l'effet du BTI? Parce que c'est létal, donc les maringouins vont mourir. Ils vont mourir après avoir fait les larves, puis que ça continue pour l'environnement. Et ça tue les maringouins dans un espace qui est quand même très, très ciblé. Fait que ça ne va pas affecter au même niveau les écosystèmes. D'accord. Donc, c'est pas comme un thermocelle qui éloigne les moustiques de mon épouse qui s'en viennent tous sur moi. Okay. Non, mes questions visent plus la municipalité parce que j'ai aucune idée comment se fait l'épandage des BTI. Est-ce que on voit que ça se fait localement? Les gens ils se promènent puis ils arrosent des flaques d'eau autour des résidences, tout ça. Est-ce que ça se fait également de façon massive par hélicoptère ou avion? Alors, la majorité du contrat, il est en épandage manuel. Donc, c'est des gens, on voit souvent les camionnettes pendant les périodes de pointe, là, au moment de la larve. On les voit, c'est vraiment des réservoirs qui ont sur leurs épaules et puis qui vont aller amener aux endroits stratégiques. C'est pas partout, là. Ça, ils ne peuvent pas couvrir 100% des milieux humides, cours d'eau et tout ça de la municipalité. C'est vraiment des endroits qui sont ciblés. Et il y a certaines parties du territoire très, très difficiles d'accès. Exemple, dans le parc de la Forêt-Waro, qui a des épandages avec soit hélicoptères, et cette année, ils vont y aller avec des drones. Donc, ça va être beaucoup moins, sur de plus petites superficies. Là. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça. Le côté du parc de la forêt, du parc du Mont-Tremblant, de la ZEC-Lavigne et de la réserve autochtone qui est au nord, à l'ouest, excusez-moi, il faut toujours que je réfléchisse, l'est et l'ouest, à l'ouest du territoire, c'est tous des territoires qui n'ont pas d'épandage non plus. Donc, c'est pour ça qu'à certains endroits du territoire, il y a des pourcentages différents d'efficacité du produit. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours dans le contrat qui est prévu, une genre de brigade qui se promène puis qui font des tests de mouches et on est capable de savoir si un secteur, le produit répond à 60% ou 70%. Depuis plusieurs années, on tourne aux alentours du 72-75% d'efficacité sur presque partout, mais pas aux endroits près des parcs où il n'y a pas d'arrosage. Près des parcs, c'est pas du tout efficace. Ouais, l'épandage local, on les voit, c'est comme les Ghostbusters. J'assume que le contrat d'épandage des BTI relève des TP. Oui? Non, de l'administration. De l'administration. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge du contrôle de la qualité de ce contrat-là? Puis ma question se base sur le fait que s'il y a beaucoup d'écoulements d'eau, les produits qui sont distribués ruissellent vers les ruisseaux, les rivières et les lacs. Alors, dans ma tête, je comprends mal pourquoi ce que mardi dernier, à la pluie, le gars il faisait de l'épandage. Ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle le contrat selon la météo, par exemple? Au niveau de la météo, non. Mais par contre, si vous avez des interrogations, si vous avez quoi que ce soit, il y a une ligne Info Moustique et eux, ils sont aptes à répondre à toutes vos questions par rapport à ça
comment fonctionne l'épandage par rapport à... Ils peuvent même aller faire des essais, on appelle ça à la municipalité les tests de mouches. Ils sont même capables d'aller faire un test d'insectes sur votre terrain propre pour voir le dénombrement, qu'est-ce qui se produit sur votre terrain. Mais ça, oui, ça existe, ce contrôle de qualité-là, il est fait par l'entreprise. D'accord. Et on reçoit les rapports à la municipalité. Merci. Un dernier point, nous, mon épouse et moi, on est prêts à payer le 80 par année que ça coûte là, pour l'épandage parce que ça ajoute à notre qualité de vie. Merci. Oui, j'ai deux questions sur les pièges. Un piège, ça protège de quelle surface? Et puis, est-ce que les pièges dont vous parlez protègent de tous les insectes piqueurs, par exemple les mouches à chevreuil? Non, donc c'est principalement les maringouins et les mouches noires. Là, il y a, selon le type de piège, il y a un questionnement qui mérite vraiment d'être approfondi au niveau de l'efficacité sur les mouches noires. Puis au niveau du rayon d'action, c'était ça votre question. Au niveau du rayon d'action, je pense que ça dépend un peu des pièges. Donc, il y a de plus en plus de compagnies là, qui vont faire ce type de piège-là. J'imagine que la fiche technique est différente pour chacun. Fait que ce serait, j'en ai pas magasiné, c'est ce que je veux vous dire. Alors, nous allons y aller avec la dernière question parce qu'on est un petit peu, on a même débordé la période pour avoir les commentaires de tout le monde, mais je veux vraiment vous entretenir aussi sur le mode de sondage qu'on a privilégié. Donc, on va y aller. Lise Ménard, je suis sur le chemin des Tintins. Manu, vous allez passer devant chez nous. Concernant le contrôle, là, la compagnie, à un moment donné, il y a eu une année où c'était inefficace, puis je les voyais passer, je voyais un petit camion passer. Puis à un moment donné, j'ai appelé la compagnie directement pour leur demander s'ils venaient, parce que nous, il y a la rivière qui est quand même à 700 pieds, là, quelque chose comme ça. Mais là, ils disaient « Ah, oh, non, on n'a pas fait de votre secteur. » Fait que là, j'ai dit « Ben, il faut venir, parce que là, je ne vis plus, là. » Alors, effectivement, il y a des fois, là, qui ils se sont pas rendus compte, ils ont dit « Oups, on l'a échappé celle-là. » Alors, si jamais ça vous arrive, appelez la compagnie directe, ils sont très courtois, puis peuvent nous donner l'information. N'hésitez pas à téléphoner à la compagnie ou même à la municipalité et nous, on fait le pont avec la compagnie sans problème. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Raymond. Merci. Je voulais vous souhaiter bonne chance. Je le sais, c'est un sujet qui est très, très polarisant. Fait que je voulais vous souhaiter bonne chance avec le reste de vos réflexions. Mon mandat était de vous amener des points d'information qui étaient le plus transparent et le plus objectif possible. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Fait que, bonne suite à tout le monde. Bonne chance. Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Je reprendrai vers 11h30 et on va pouvoir s'entretenir par rapport au sondage.